Bonjour, je m'appelle Robert Schwarzwald et je suis professeur au département de littérature et de langue du monde à l'Université de Montréal. Je remercie vivement Madame Ursula Moser de son invitation à participer à la série Canadian Network Spotlights. Je garde aussi un souvenir très agréable de mon séjour à Innsbruck, où j'ai participé au colloque international du groupe de recherche interdisciplinaire Kulturen in Kontakt en 2007. J'ai toujours porté un intérêt particulier pour ce que j'appelle les interfaces entre les discours de modernité nationale d'une part et de modernité littéraire et culturelle d'autre part. Ces interfaces, loin d'être harmonieuses, sont souvent marquées de malaise, voire de conflit. C'est certainement le cas au Québec, dans les années de l'après-guerre et de la Révolution tranquille, quand l'homosexualité était déployée comme métaphore, voire allégorie, par des écrivains angoissés à l'idée de la modernité prétendument tardive de la nation québécoise. Souvent, ils voyaient dans l'inversion, comme on disait à l'époque, un symptôme et même une cause de ce retard. Prenons comme exemple le romancier et essayiste Hubert Aquin, qui, lors du grand colloque Littérature et Société canadienne-française, organisé par les sociologues éminents Fernand Dumont et Jean-Charles Falardeau en 1964, se désolait de la faiblesse de la littérature canadienne-française. Et je le cite. L'inflation des jeunes prêtres modernes et des situations sacerdotales dans nos romans signifie une survalorisation de toutes les situations humaines qui se rapprochent de l'inversion. Ce déviationnisme sexuel se dissimulait derrière une proportion majoritaire de stéréotypes qui, précisément, s'annoncent comme des cas de non-inversion. Il me paraît l'explication la plus vraisemblable et la plus inavouable d'une littérature globalement faible, sans éclat et, pour tout dire, vraiment ennuyeuse. Fin de la citation. La tâche de démystification dont Aquin s'est chargé était d'une certaine façon partagée par les jeunes militants qui ont lancé la revue Parti pris en 1963 et dont la devise fut Indépendance, socialisme, laïcité. La revue s'est inspirée des grands textes anticoloniaux de Fanon, Mémy, Berck et Sartre pour analyser la condition exploitée et marginale du Québec francophone. Si comparer la situation du Québec à celle des colonies africaines et antillaises pourrait choquer aujourd'hui, en 1964, la Commission canadienne sur le bilinguisme et le biculturalisme était en train de révéler l'infériorité systématique des Canadiens français sur les plans économiques, éducatifs, sanitaires et de mortalité. Albert Memmi a même écrit un essai spécial pour l'édition québécoise de son Portrait du colonisé, où il insistait que si le Québec n'a pas été littéralement une colonie, il souffrait des déformations psychologiques et matérielles apparentées, et que l'emploi du terme, quoique imparfait, ne le scandalisait pas. Le discours de la décolonisation a été fortement influencé par une lecture psychanalytique dans laquelle le colonisé serait victime du développement arrêté. Dans cette vision, l'homosexualité est le signe même du mimétisme colonial, c'est-à-dire de la complaisance dans le faux. Donc, les rapports homosexuels ne seraient que la simple imitation des rapports dits normaux. C'est dans la lutte pour l'indépendance nationale que l'homme canadien-français accédera à sa maturité, voire à sa masculinité. Il est ainsi qu'il gagnera son authenticité de Québécois. Cette vision est articulée dans le numéro spécial de Parti pris, Portrait du colonisé québécois, où le texte phare est sans doute l'Édipe colonial de Pierre Maheu, que je cite. Il nous faut en ce sens assumer notre être fils, notre être charnel et situé, accepter d'être fils de femme. Ça serait de même coup faire de la femme l'amante et l'épouse et nous libérer de la mère en surgissant à nouveau de son sein, tous armés pour un nouveau combat.
Enfin, parti pris a créé un néologisme pour vitupérer l'homme colonisé québécois qui avait peur de se libérer et de libérer sa nation. Il s'agissait du fédéraste, amalgame de de fédéraliste et de pédéraste. Cependant, le codage de l'homosexualité n'est pas une exclusivité de la mouvance indépendantiste décolonisatrice contre les fédérastes. Au contraire, une génération plus tôt, dans les années 1940, ont taxé les nationalistes traditionnels des mêmes tares, alors que Val-d'Ombre, pseudonyme du régionaliste Claude-Henri Grignon, excoriait la ville de Montréal comme lieu de perdition et de tous les vices, l'essayiste et romancier Berthelot Brunet ripostait de manière cinglante pour tenir ces mêmes régionalistes nationaleux responsables de la timidité des jeunes hommes canadiens français. Il recommandait à ces derniers une cure de ville où ils feraient la connaissance de la vraie vie. Ainsi, dans son roman Les Hypocrites de 1945, le timide Philippe circule dans le quartier du Red Light où il croise une de ces hommes qui paraissent excessivement nerveux. L'inverti marche, et je cite, à de petits pas rapides et saccadés, alors que ses petits yeux furetaient sans cesse. Malgré le comportement de quelqu'un qui risquait l'arrestation, le tabassage ou la rencontre inopportune, l'inverti, selon Brunet, se comporte, et je le cite, sans la moindre vulgarité et possédait un nez qui pointait, spirituel, avec de la bonté. Donc, tout le contraire des curés et de leurs jeunes charges qui gambadaient à la dérobée dans la forêt laurentienne. Donc, nous pourrons observer comment, dans la période qui nous intéresse, l'homosexualité était invoquée de manière métaphorique, voire allégorique, pour parler d'autre chose, d'immaturité, de timidité ou de manque d'authenticité, à la fois chez ceux pour qui la modernité passera par l'indépendance, ainsi que chez ceux pour qui la modernité dépendra de l'abandon du discours nationaliste. Si j'ai publié 2 essais phares sur l'inscription de l'homosexualité dans le discours d'identité nationale, Fear of Pederasty, Quebec's Inverted Fictions, et Homosexualité et problématiques identitaires, nombre de mes projets de recherche traitent de ce sujet. À titre d'exemple, une série d'articles sur la pièce Hosanna de Michel Tremblay. Je voyais dans la production originale de 1973 la mise en scène d'une allégorie nationale. Quand Claude, qui adore se vêtir comme Elizabeth Taylor dans le film Cléopâtre, se met à nu à la fin de la pièce pour assumer son statut d'homme gay, c'est-à-dire gay et homme, c'est le Québec qui doit lui aussi s'assumer et cesser d'échapper à son destin en prenant refuge dans les fantasmes. Depuis, j'ai étudié comment les mises en scène successives de la pièce interrogeaient plutôt la notion même d'authenticité et se posaient des questions quant à ce que c'est être un homme ou une femme, ou défier de manière radicale la cohérence du sexe et du genre telle qu'écrite dans les codes hétéronormatifs. Cette évolution préfigure d'une certaine manière l'essor du queer qui a succédé aux mouvements identitaires qui ont posé un premier défi à l'appropriation discursive dont nous parlons. Globalement, nous pourrions dire que cette évolution prend 2 formes. Une première qui vise à intégrer les personnes LGBT dans la grande famille nationale, ce qui amène donc une certaine homonormativité, dynamique que j'ai explorée dans mon livre sur Crazy, le magnifique film de Jean-Marc Vallée. Puis une autre qui, au lieu de vouloir avant tout étendre l'admissibilité des queers au statut de sujet national, privilégie plutôt le décentrement de ce dernier, précisément pour faire de la place aux voix des personnes sexuellement marginalisées, souvent sous le signe des approches intersectionnelles.
J'ai adopté telle approche dans mes recherches récentes sur la fascination dont est l'objet la communauté juive dite ultra-orthodoxe de Montréal. Quelque chose dans sa manière d'articuler le conflit du moderne et du communautaire a manifestement saisi l'imagination. Ainsi, dans un numéro du magazine berlinois Flâneur, consacré à la rue Bernard à Montréal, nous tombons sur l'histoire de Aaron et Vincent. Le premier a été élevé dans un milieu juif ultra-orthodoxe dans l'État de New Jersey avant de déménager avec sa famille à Outremont. Aux États-Unis, la découverte de sa non-conformité sexuelle avait comme conséquence des séjours forcés dans les camps de thérapie de conversion organisés par les chrétiens fondamentalistes. En revanche, Vincent a grandi dans la banlieue de Montréal dans une famille catholique qu'il a toujours soutenue dans sa quête d'autonomie. Un jour, il découvre Aaron et tombe follement en amour avec lui. Aaron et Vincent traversent en vélo les rues où demeurent les chassidim, où Aaron se permet de vocaliser sa colère. Le couple s'achète de la marijuana et des falafels, puis s'allonge dans le parc pour regarder les nuages et laisser libre cours à son imagination. Fin de citation. Puis, en 2018, la romancière Magali Sauve publie son roman 160 rue Saint-Viateur-Ouest, où il est question de l'improbable relation entre un homme chassidique qui a quitté sa communauté pour devenir détective à la Sûreté du Québec et son amant francophone, dit de souche, et professeur de collège. Je disais improbable, mais liaison qui permet à l'autrice de cristalliser dans son récit des questions fondamentales qui traversent la société québécoise à l'époque de vifs débats sur les paramètres de la laïcité que le Québec veut se donner. Pour conclure, je dirais que mes recherches m'amènent à croire que la conscription métaphorique et allégorique de l'homosexualité n'est pas pour disparaître du répertoire conceptuel par lequel le Québec s'imagine. Notre époque se démarque cependant par la forte présence et créativité des voix queer dans toute leur diversité, en littérature, à travers tous les genres et comme sur la place publique. Ces voix ne souffrent plus de se faire instrumentaliser pour assouvir les angoisses identitaires de la nation. Sans doute, c'est le signe même de l'avènement d'une nouvelle modernité au Québec. Merci.